Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre fidélité nous honore. Merci de nous retrouver encore une fois de plus en cette soirée pour cette autre messe des journaux parus naturellement sur le continent africain le long de cette semaine. C'est donc notre rendez-vous de votre programme dominical sur la chaîne panafricaine 7 jours en kiosque qui livre donc en cette soirée son quatrième numéro, alors sa quatrième sortie. Et bien on est d'ailleurs heureux de vous savoir donc partie prenante de cette autre édition qui va donc s'étendre jusqu'à 21 passées de 30 petites minutes. Et bien au cœur de cet autre rendez-vous, eh bien, nous nous arrêtons ce soir sur des faits majeurs de l'actualité ayant naturellement, des faits d'actualité ayant émaillé tout simplement le continent africain tout au long de cette semaine. Tenez par exemple du côté du Gabon, tout au long de cette semaine, on s'est attardé sur ces élections législatives qui doivent se tenir probablement le 28 avril. Mais d'ailleurs, la situation semble un tout petit peu s'enliser. De ce côté-là, on parle d'un autre report donc de ces élections législatives avec donc Gabon Économique qui était en ligne cette semaine, parlait donc de ces législatives. Et nous faisait savoir qu'un nouveau report, vers un nouveau report donc sur saisine du centre gabonais des élections. Et bien, c'était la grande une retenue par le journal tout le long de cette semaine qui nous faisait naturellement savoir qu'on est peut-être parti pour un autre report. L'autre journal qui est revenu sur cette actualité, c'est donc Gabon Actualité qui parle également de reports répétés des législatives. Les mamboudistes soupçonnent la passivité de la Cour constitutionnelle, a donc annoncé cette semaine le journal de notre ami Yves Léopold Ngoma. Eh bien, et comme il fallait d'ailleurs s'y attendre, le leader de la coalition pour la nouvelle République, Jean Ping, est d'aller d'un mauvais œil, on va dire, autour de cette actualité. Pense d'ailleurs que ces nombreux reports là pour lui trahissent tout simplement les capacités du gouvernement à pouvoir organiser dans ces élections. Avec Gabon Review qui nous faisait donc savoir cette semaine pour monsieur Jean Ping que la tenue de ces élections là, c'est tout simplement une mascarade, a donc retenu ce matin, tout au long de cette semaine, le journal Gabon Review qui nous faisait tout simplement savoir que Jean Ping n'y croit tout simplement pas à la tenue d'un scrutin tout à fait, on va dire, équilibré, un scrutin assez équitable pour permettre naturellement aux partis d'opposition de pouvoir s'engager dans cette autre campagne de ces élections législatives. Eh bien, on tirera selon clair dans le cas de cette édition. Mais une autre information qui a naturellement tenu en haleine toute la presse camerounaise cette semaine, c'est donc les 35 années après donc le putsch de 1994, 84 autant pour moi qui avait failli emporter donc le régime de M. Paul Biya. Qu'est-ce qui reste donc 35 ans après? Tentative de réponse naturellement dans cette autre édition de 7 jours en kiosque. On sortira naturellement avec cette grande actualité du côté de l'Afrique du Sud. Eh bien, ce décès, c'était donc le 2 avril dernier de Winnie Mandela qui a donc finalement qui a finalement quitté la terre pour rejoindre naturellement celle de ses ancêtres. Eh bien, Winnie Mandela qui est donc parti. On tentera de savoir ce qui reste naturellement de cet héritage hérité de cette longue lutte au sein donc de la guerre anti-apartheid du côté de l'Afrique du Sud. Ça sera avec le focus de la presse sud-africaine, mais également on va s'intéresser à cette autre actualité qui concerne M. Jacob Zuma, puisque nous sommes naturellement du côté de l'Afrique du Sud. Two face of Zuma, les deux faces de M. Jacob Zuma. Après la présidence, serait-il en train d'aller du côté de la prison? Tentative de report dans cette autre édition. Mais on parlera également de cette crise à Mayotte, l'archipel donc de Mayotte qui est désormais en proie à des vives tensions entre la France et le gouvernement comorien. Eh bien, on verra cela clair avec notre correspondant depuis la Mauritanie qui nous attend de ce côté-là, Moussa Dia, qui nous permettra de comprendre pourquoi la France a décidé naturellement de pouvoir refuser l'octroi des visas aux diplomates, alors aux dirigeants comoriens. Ça sera naturellement dans le cadre de cette édition. Vous faites bien de rester sur la chaîne panafricaine, mais surtout de suivre votre programme 7 jours en course, mesdames et messieurs. Nous allons donc de ce pas vous présenter le panel qui nous accompagne ce soir. Eh bien, de la droite donc vers ma gauche, Pierre Claver Kodo, vous êtes directeur de publication pour le magazine Horizon, nouveau magazine qu'on ne présente plus sur la scène africaine, mais surtout du côté du Cameroun, un magazine qui se veut tout simplement respecté, même respectable. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir Alain, et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs dans le monde et au-delà qui acceptent de nous accueillir chez eux en ce moment. Alors, pour boucler la boucle sur ce plateau central, c'est donc l'homme aux trois ans, comme on a l'habitude d'appeler sur ce plateau, Albert Anatole Aïssi. Je précise bien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir aux doyens, Claver Nkodo, bonsoir aux téléspectateurs, aux nombreux de la chaîne panafricaine du côté du Gabon. Je fais un clin d'œil à la communauté camerounaise qui se trouve de ce côté-là.
Et bien, nous faisons d'ailleurs aussi un clin d'œil à un certain David Maison qui nous attend naturellement. Ça sera au bout du fil tout à l'heure avec qui naturellement on va s'appesantir sur cette actualité qui concerne d'ailleurs les législatives du côté donc, du Gabon. Et bien, monsieur, nous allons donc aller prendre cette première une du côté du Gabon, on vous l'a dit. C'est donc Gabon Économie qui était en ligne cette semaine, parle donc vers un nouveau report sur saisine donc du centre gabonais des élections. Et bien, prévu donc pour se tenir en décembre 2016. Et bien, les élections législatives ont donc été reportées, nous dit le journal, à fin juin 2017, avant d'être à nouveau renvoyées au 28 avril courant par la Cour constitutionnelle de ce pays-là, chaque fois sur saisine du gouvernement qui a toujours évoqué la nécessité de mettre en œuvre les actes du dialogue d'Angodje. À quelques semaines donc de la tenue du scrutin, la probabilité est désormais grande pour que l'échéance d'avril soit une fois de plus reporté. Un autre journal qui est donc revenu sur cette actualité, c'est le journal de Yves-Léopold Ngoma, Gabon Actu, report répété des législatives 2018. Les mamboudistes soupçonnent cette fois-ci la passivité de la Cour constitutionnelle, a remarqué donc pour sa part en cette semaine Gabon Actualité. On reste naturellement toujours dans cette même mouvance avec donc Gabon Review législative, transparence, une mascarade selon donc Jean Ping qui n'y croit pas à une véritable transparence lors donc de ces élections législatives. Monsieur Jean Ping qui appelle d'ailleurs la coalition pour la nouvelle République de pouvoir jeter l'éponge. Un appel au boycott qui n'a pas visiblement été suivi par ses compères de lutte qui ont donc choisi de ne pas briller par leur absence lors de la tenue de ces élections-là. On verra tout cela au clair. Mais un autre journal également qui parle de ces élections-là, c'est donc Forever Magazine pour boucler la boucle et qui titre et nous fait d'ailleurs savoir à sa une ce soir, législative dans 2018, la coalition pour la nouvelle République fait d'ailleurs starting block autour de ces élections législatives-là. Ça sera donc dans quelques secondes au coup de fil avec David Zong qui nous attend de ce côté-là. Mais avant, on va donner la parole à nos panélistes sur ce plateau. D'abord, vous, Albert Anatole, pour dire naturellement un mot sur ces nombreux reports des élections législatives du côté de Gabon. On est quitté de 2016 à 2017. Finalement, en 2018, on est encore dans les tergiversations. Quelle étude faites-vous de cette actualité? Écoutez, moi je ne voudrais pas parler de tergiversation. On n'organise pas une élection pour qu'elle soit contestée par la suite par les autres parties prenantes au scrutin. Notamment, j'appuie mon argumentaire sur les raisons qui ont été, n'est-ce pas, évoquées par le gouvernement quant à l'organisation de ces élections. Le premier report a été, la raison évoquée dans le premier report de ces élections, c'était les problèmes de fonds. Il fallait réunir l'argent, l'honneur de la guerre pour organiser ces élections. C'est ce qui était prévu initialement en 2016. Il fallait donc justement réunir cet argent-là pour organiser ces élections. Le second report, me semble-t-il, est consécutif justement au toilettage du fichier électoral, entre autres bien évidemment, s'agissant et en plus il fallait mettre en place une structure autonome qui a la charge justement de l'organisation de ces élections, notamment le centre gabonais des élections. Qui n'a pas encore été mis en place, dont les membres ne sont pas encore nommés. Donc je crois que au regard de ces paramètres, il me semble judicieux, il me semble raisonnable. Vous avez dit? Il y a lieu de patienter. Et je pense qu'il y a pas, mais il ne faut pas patienter indéfiniment parce que aller de report en report, ça va décrédibiliser justement ce scrutin-là au point où ça peut mettre en doute quant à la bonne foi du gouvernement par rapport à l'organisation de ces élections. Mais je crois que la Cour constitutionnelle a fixé le cap pour le 28 avril courant. On attend de voir ce qui va se passer. Mais je crois que le gouvernement, je m'appuie sur les déclarations des officiels du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de porte-parole, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui ont justement rassuré l'opinion nationale et internationale que les élections vont effectivement être organisées le 28 avril prochain. Mais il faut quand même préciser qu'entre-temps, du fait de ces multiples reports, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le gouvernement, a dû à proroger le mandat, n'est-ce pas, des députés d'un an. D'accord. Pierre Claver Kodo, alors on a un sujet avec beaucoup d'intérêt, Albert Anatole ici. Pourtant, on a visiblement l'impression que la coalition pour la Nouvelle République, bien évidemment chapeautée par M. Jean Ping, n'entend pas tout simplement patienter. Peut-être que tout soit mis sur pied pour permettre naturellement la tenue des élections transparentes et même crédibles du côté du Gabon.
Oui, je crois que pour ramener un peu plus d'harmonie et de cohésion de ce côté-là, de cohésion politique au Gabon, il urge que cette élection soit organisée et tous ces reports ne facilitent pas l'atteinte de cet objectif et c'est vraiment assez embêtant. Maintenant, si c'est le gouvernement qui n'arrive pas à mettre toutes les dispositions nécessaires en place pour pouvoir organiser cette élection, il faut quand même qu'on lui rappelle que il a eu, c'est depuis 2016. 2016 que l'élection aurait dû avoir lieu. Ils ont déploré l'absence des fonds. Maintenant, on parle du toilettage du fichier électoral ou alors la création d'un organe indépendant. Je pense qu'il faudrait qu'en Afrique, nous soyons un peu plus sérieux lorsque nous sommes à la tête de nos États parce que ceci discrédite davantage nos pays et expose nos populations à des violences dont nous pourrons nous passer. Il suffirait qu'on soit un peu, qu'on respecte vraiment les attentes des uns et des autres, que l'on soit de l'opposition ou des partis au pouvoir. Maintenant, s'agissant de la coalition de Jean Ping, je sais qu'elle est en train de se fissurer, certainement parce que Jean Ping, lui, il promeut le chaos. Et autour de lui, il y a des gens qui ne croient plus à cette démarche-là et qui décident de faire cavalier seul. C'est même à l'avantage du Gabon. C'est à l'avantage du Gabon. Mais maintenant, il revient quand même au gouvernement d'organiser rapidement cette élection. Et comme le disait tantôt Albert, par rapport aux assurances données par les membres du gouvernement, nous osons espérer que la date du 28 avril sera respectée et que l'élection aurait effectivement lieu. Là, ça permettrait de décrisper l'atmosphère politique de ce côté-là. Alors, finalement, on a naturellement les compères de lutte, si on peut les appeler comme ça, de M. Jean Ping, qui décide de ne plus honorer à l'appel au boycott lancé naturellement par le leader de la coalition pour la Nouvelle République. Est-ce qu'il faut désormais dire qu'il est en train d'être lâché par, on va dire, ses fidèles généraux? Mais écoutez, il faut dire que, vous ne pouvez pas prétendre participer à la constitution d'un État ou bien à la gestion de la chose publique en promouvant, n'est-ce pas, la chaise vide. C'est pas possible. Je crois qu'une élection législative, c'est très important parce que ça vous donne la possibilité, le pouvoir de faire le contrepoids au Parlement dans la chambre basse du Parlement. Je crois que M. Ping, il est engagé dans une bataille personnelle et qui est celle où il continue de revendiquer et de prétendre qu'il est le président élu du Gabon lors des élections de 2016. Et s'il est encore dans ce registre-là, mais aujourd'hui, il faut quand même que les gens qui l'entouraient, c'est-à-dire notamment l'Union du peuple gabonais, je veux dire les partis politiques, qui coalisaient avec lui, notamment dans le plus en vue, à savoir l'Union du peuple gabonais, les démocrates et le rassemblement Héritage et Modernité, entre autres, sont en train de le lâcher. Pourquoi? Parce que M. Jean-Pierre, lui, il se retrouve désormais devant un dilemme. On ne peut pas aller dans une élection qui est gérée par les institutions qui ont validé l'élection 2016. Justement. Ça veut dire que ça veut dire pour un problème politique. Or, les autres ne sont pas dans ce registre-là parce qu'il faut bien quelque part qu'ils puissent avoir droit de regard dans la gestion de la cité. Moi, je crois que les affaires de la cité, je crois que Jean Ping, ils ont compris que Jean Ping est en train de perdre justement la bataille dans laquelle il s'est engagé, notamment celle de la revendication de sa victoire volée entre guillemets lors de l'élection présidentielle 2016. D'accord. Pierre Clavin, on va permettre en tout cas, vous allez d'abord réagir sur cette question avant peut-être d'aller voir si on peut avoir Zhang Mengue au bout de fil pour qu'il puisse réagir naturellement sur cette actualité du côté donc du Gabon. Alors Pierre Claver-Kodo, vous voulez peut-être souhaiter réagir? Oui, juste pour rappeler quelque chose qui semble affecter toute la classe politique africaine, c'est à savoir l'absence des projets de société fédérateurs. Parce que lorsqu'on a mûri son projet de société, logiquement on ne devrait pas se retrouver en train de réclamer des victoires volées du moment où on a le peuple avec soi. Mais malheureusement, on constate que partout en Afrique, surtout en Afrique francophone, ce qui intéresse les gens, c'est
c'est davantage le côté présidentiel, mais le projet de société, c'est pas ça. Et en fin de compte, on se retrouve dans des situations où l'État est en train de perdre de l'argent, le peuple prend des risques de se faire abrouer, de se faire brutaliser, parce qu'il y a un parti politique ou alors une coalition de partis politiques qui estime qu'il faut revendiquer dans la rue en cassant un ambulant. D'accord. Alors, finalement, la date du 28 avril, c'est la date qui a été retenue par le gouvernement et qui a d'ailleurs donné toutes les assurances par la voix d'ailleurs du président Michel Ali Bongo Ondimba qu'il va naturellement permettre à ce que ces élections-là puissent se tenir au soir du 28 avril 2018. On parle de près de 143 députés qui vont donc être choisis de la 13e législature, il faut le dire, de son Assemblée nationale du côté du Gabon. Est-ce que vous avez finalement l'impression que ces élections-là vont davantage permettre à ce que l'image politique du Gabon puisse naturellement être redorée au niveau de la scène internationale, puisque les précédentes, parlant des élections présidentielles, avaient d'ailleurs fait tache d'huile? Vous avez bien fait de le souligner, Fabrice, c'est-à-dire que la nouvelle constitution du Gabonaise de 18 janvier, je crois, 2018, a mis en place, n'est-ce pas, un nouveau découpage électoral, c'est-à-dire qu'on va dans de 120 à 143 députés désormais qui vont compétir dans les 9 provinces, je crois, de gabonaises. Donc je crois que ça nécessitait quand même aussi un certain ajustement administratif. Je crois que ça peut aussi être l'une des raisons qui ont conduit au report ou bien au retard de l'organisation de ce scrutin qui a été fixé initialement par la Cour constitutionnelle, ça il faut le préciser. Maintenant, il appartient, comme je l'indiquais tantôt, au Centre gabonais des élections, qui est la structure qui a été créée, l'institution qui a été créée par la Constitution de 2018, janvier 2018, de pouvoir fixer justement la date du scrutin et de pouvoir les gérer également ces élections. Mais on attend de voir, mais le problème c'est que au niveau même du fonctionnement de cette structure qui est le Centre gabonais des élections, les membres ne sont pas encore nommés parce que si c'est très facile pour le parti au pouvoir, je veux dire le régime en place, de pouvoir mobiliser ses membres, c'est pas la même chose du côté de l'opposition qui est divisée sur la question parce qu'il n'arrive pas encore à envoyer justement à cet organe les membres qui vont pouvoir le représenter. Donc je crois donc que si les élections ne se tiennent pas certainement à la date prévue du 28 avril 2018, il appartiendrait désormais à l'opposition, de mon point de vue, de tirer les conséquences. C'est d'autant que si cet organe, le Centre gabonais des élections, fonctionne sans les représentants de l'opposition, ça va justement aboutir à un contentieux ou voire un litige qu'on peut éviter. Donc, je crois donc que pour sa part, j'imagine le gouvernement a donné des assurances que cette élection ne sera pas reportée à nouveau, elle sera tenue et sera transparente à la date du 28 avril 2000. On a vraiment de tout mettre sur pied pour avoir David, qui s'impatient d'ailleurs du côté de la Côte d'Ivoire. On va demander à Wilfried Tchabda vraiment de mettre le cap sur le Gabon, mais peut-être avant d'avoir le Gabon, on va peut-être faire un clin d'œil à notre ami Moussa Diaya qui est en ligne depuis donc probablement la Mauritanie et qui va nous permettre d'ailleurs de nous appesantir cette question. Mais nous voulons avoir monsieur David Zang Mengue, voilà, qui nous suit d'ailleurs depuis le Gabon et qui est mieux placé pour nous donner donc avec beaucoup plus de précision l'actualité autour d'ailleurs de ces législatives du côté du Gabon. Est-ce que on va d'abord aller en Mauritanie pour avoir Moussa Diaya, vous nous appelez depuis la Mauritanie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir confrère Fabrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Moussa Ndiaye, journaliste mauritanien et initiateur du site web d'information www.tvpresse.info depuis Nouakchott en Mauritanie. D'accord, merci en tout cas pour votre participation. Eh bien, il était question, avez-vous peut-être en quelques secondes, Moussa, vous êtes au parfum de cette actualité du côté du Gabon. On parle
des législatives et puis ces nombreux reports du côté donc, du Gabon, le gouvernement qui a tenu à donner l'assurance de ce que les élections vont d'ailleurs se tenir en toute transparence le 28 avril prochain. Mais seulement il y a que la coalition pour la Nouvelle République pilonnée par M. Jean Ping pense tout simplement à une véritable mascarade. Quelle lecture faites-vous autour de cette actualité? Très bien. S'agissant de la situation politique au Gabon, je suis de loin de ce qui se passe au Gabon. Je suis plutôt présent en Mauritanie avec la situation politique de notre pays. D'accord. On va donc revenir à vous tout à l'heure, Moussa Dia. Le temps peut peut-être vous permettre de mieux vous asseoir dans votre fauteuil. Et on viendra avec vous parler naturellement de cette crise au niveau de la Mayotte avant de revenir. On va donc rester sur ce plateau. Est-ce qu'on peut vraiment avoir David qui nous attend depuis quelques secondes, me fait savoir que c'est quasiment impossible. On va s'y atteler avant peut-être de revenir sur lui. On va parler de toute autre chose. On va donc aller probablement prendre un autre journal qui est donc en kiosque depuis quelques jours. C'est donc du côté du Cameroun avec naturellement le quotidien camerounais, Cameroun Tribune, qui était en kiosque cette semaine et parlait naturellement des sénatoriales, cette fois-ci donc du côté du Cameroun. Et nous annonçait d'ailleurs la razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, il faut le dire donc avec 63 donc, sénateurs élus sur les 70, le RDPC est donc le grand vainqueur de ces élections du 25 mars dernier. Le SDF s'en est d'ailleurs en sorti avec 7 sièges tels que nous reversons ce soir. Donc, Cameroun Tribune. L'action était également en kiosque cette semaine et s'intéresse aussi à ces élections sénatoriales à une dans du journal sénatorial de 2018. Le RDPC vainqueur, bien sûr. Alors, cela veut dire tout simplement que c'était une victoire attendue. Oui, victoire attendue, et c'est bien évidemment, vous savez, le RDPC a les moyens de pouvoir faire la razzia, comme l'a si bien indiqué notre confrère Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, le quotidien bilingue gouvernemental. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du Cameroun, a une très bonne assise, ils ont les moyens. Sur les 70 sièges qui étaient mis en compétition, ils ont pu glaner 63. Ça veut dire, sauf notamment les 7 autres sièges qui ont été remportés dans le nord-ouest, c'est-à-dire certainement pour des raisons, vous pouvez imaginer pourquoi est-ce que le RDPC a perdu de ce côté, là où quand même le RDPC est majoritaire. C'est pas si évocateur ça? C'est évocateur parce que je me dis, je peux imaginer que vu le contexte sociopolitique de ce côté-là, les conseillers municipaux du RDPC ont préféré donner leur voix, certainement. Il peut aussi être possible, il peut aussi s'avérer que la hiérarchie du parti a donné des consignes de vote pour qu'on puisse justement plébisciter le SDF pour éviter des frustrations. Donc je crois que c'est paradoxal que le RDPC soit majoritaire dans les mairies du Nord-Ouest, mais perdre cette élection de ce côté-là, et sur les 7, perdre les 7 sièges qui étaient mis en compétition de ce côté-là. Mais je crois que aujourd'hui, c'est carrément, comme vous avez dit, la razzia. Sur 70 sièges, il se retrouve avec 63, c'est beaucoup. On attend ce qui va se passer avec la nomination par le président de la République des 30 autres qui seront nommés. Ça sera le 15 avril pour être absolument, tout parce qu'il a depuis la publication officielle des résultats par la Cour constitutionnelle, le président de la République justement a 10 jours pour justement nommer les 30 autres sénateurs. Alors, Albert, tout à l'heure, semblait trahir un secret. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a eu cette espèce d'arrangement entre le SDF et le RDPC dans les zones dites anglophones du Cameroun? Vous savez, la politique est imprévisible et puis le RDPC avait quand même la certitude de pouvoir faire le razzia, de pouvoir faire les 100%. Il me souvient que dans un département où il y avait un chef de département, je parle de Yabassi, il y a tout un conseil municipal qui a basculé, qui a voté pour le RDPC. Et ça suffit que le RDPC a dû donner des consignes sur le plan stratégique, sur le plan politique, pour pouvoir apaiser d'une certaine manière par rapport au contexte actuel les électeurs de Bamenda. Et maintenant, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre? Je crois qu'il fallait vraiment s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que le RDPC a quand même la majorité des conseils municipaux à ce titre-là.
Et depuis là, et le RDPC a pas un travail de proximité de fond. Et puis comme c'est un collège électoral, ce n'est pas une élection ouverte au grand public, ça suffit que les sénateurs, par exemple, qui avaient des contacts très poussés avec tous les conseillers municipaux, pouvaient jouer un rôle central. Les sénateurs sortants, quoi, pouvaient jouer un rôle très poussé. On va aller au téléphone, avoir donc Alex Gustave Azebazé qui nous retrouve. Alex, on veut votre avis sur ces élections sénatoriales donc tenues du côté du Cameroun. Est-ce que finalement c'était une victoire attendue comme semble naturellement le dire sur ce plateau Pierre Claver Kodo et Albert Anatole ici? En tout cas, il n'est visiblement pas avec nous. D'accord. Je suis bien en ligne, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous avez finalement l'impression, avant peut-être d'arriver sur votre une, on va s'intéresser aux élections sénatoriales qui sont déroulées le 25 mars dernier du côté du Cameroun. On parle de la razzia du RDPC et finalement le SDF qui a eu quand même quelques places du côté des zones dites anglophones du pays. Et d'aucuns pensent naturellement qu'il y a eu un arrangement à l'amiable entre les deux parties. Partagez-vous cet avis, Alex Gustave? D'abord, je ne peux pas corroborer le discours qui veut que le résultat réalisé, même très faible par le SDF dans la région du Nord-Ouest, notamment, qui a remporté les 7 sièges mis en compétition, donc détrônant le parti au pouvoir, le RDPC, qui contrôlait les 7 sièges de sénateurs au cours de la législature finissante, soit le résultat d'un arrangement. Non, je ne pense pas. Mon avis, sans doute, est que les conseillers municipaux, ce qu'on appelle les grands électeurs résiduels, puisque les conseillers régionaux qui sont une composante de cette électorat-là n'existe pas, ont une bonne partie d'entre eux ont choisi de faire plus confiance à un parti politique, le SDF notamment, qui, de leur point de vue, peut être meilleur porte-voix pour eux au Sénat, qui est, nous n'oublions jamais, l'Assemblée des territoires. Or, avec la crise anglophone qui traverse particulièrement cette région-là, la région du Nord-Ouest et la région du Sud-Ouest, il peut très logiquement apparaître que les positions peuvent être apprises depuis novembre-décembre 2016, quelques semaines après le début de cette crise-là, ont pu emporter l'adhésion des conseillers municipaux. Donc il ne faut jamais ignorer qu'ils sont les principaux représentants des populations ou des territoires dans une démocratie représentative. Donc moi je ne considère pas, comme vous l'avez laissé entendre, que des militants ou des conseillers du RDPC peuvent avoir voté, apporter leur foi à la liste du LGF, se considérer parti. En tout cas, nous n'avons aucun élément objectif pour l'affirmer. Le RDPC, contrairement à 2014, lors des premières élections sénatoriales, n'a pas donné le consigne à ses militants, comme il avait fait par exemple dans la région de l'Adamawa ou dans la région de l'Ouest, pour qu'ils votent la liste SDF face à celle d'autres partis, l'UDC et l'UNDP, qui étaient seuls en face de ce parti, premier parti d'opposition, comme on l'appelle bien au Cameroun, en l'absence de celle du RDPC. Et c'est quand même, ce serait trop facile de considérer que les personnes qui sont dans une région qui traversée, il ne faut pas l'oublier, par une forte crise de représentativité et même de défense de leurs intérêts ou de leurs intérêts, ne votent parce que leur parti leur aurait demandé. Pourquoi donc, sur les quelques 490, voire 500 conseillers municipaux que le RDPC a dans cette région, plus de 450 ont voté pour la liste, c'est-à-dire la liste du RDPC. Il faut aussi noter que la liste du RDPC était quand même une liste assez peu consensuelle dans la région. Et nous l'avions suffisamment écrit, je parle de nous, le
partie-là, notamment en faisant remarquer que le deal ou l'accord qui avait été signé, en tout cas l'accord auquel était parvenu, la liste de notre premier ministre essentiellement à CDHO en 2013-2014 pour, pour se faire investir collectivement dans la liste de l'ancien ministre John Bédénindé, que cet accord-là n'a pas été respecté. Je pense que la liste qui a été présentée finalement, ou qui a été investie finalement par le comité central du RDPC, est une liste plus ou moins qui, ma foi, en tout cas ma foi d'analyste et d'observateur, ne respectait pas cet accord-là. Certains militants du RDPC peuvent avoir considéré qu'ils n'ont pas, quand je dis certains militants, certains conseillers municipaux, que la liste présentée ne reflète pas ces accords-là et leur désidérata. Donc voilà les deux arguments, à tout le monde objectifs de mon point de vue, qui peuvent justifier, ou qui peuvent avoir justifié le basculement d'un certain nombre de conseillers municipaux RDPC, un nombre certes restreint, mais suffisant pour permettre aux Africains de passer en tête et de rafler la majorité absolue des votes qui lui a permis de conquérir les 7 en compétition. D'accord. Alors, on va rester avec vous au téléphone, Alex Gustave, pour parler naturellement de votre une qui était en kiosque cette semaine. Vous parlez de ce mystérieux enlèvement de 7 Suisses, donc à la une de votre journal, du côté donc de la partie sud-ouest, du côté donc du Cameroun. De quoi est-ce qu'il était réellement question, Alex Gustave, puisque nous avons vous au téléphone? Bon, nous avons choisi de traiter cette actualité-là sous, comment je vais dire, sous deux angles. Le premier angle, c'était de rapporter la version gouvernementale camerounaise, laquelle soutenait que les touristes suisses et comment je vais dire, italiens qui séjournaient dans la région du sud-ouest avaient été enlevés par des sécessionnistes ambazoniens et que le gouvernement qualifie de terroristes. C'est le discours gouvernemental. Nous en prenons acte sans savoir ne pas être fâchés. Mais nous avons eu accès en un temps très utile et très court d'un certain nombre de témoignages rapportés par un conflit suisse, la tribune de Genève, qui ayant interrogé le responsable de l'agence de voyage qui avait organisé ce voyage de touristes suisses, a indiqué, et c'est écrit dans l'article que nous avons repris intégralement, sans aucun commentaire, a indiqué que ces clients, c'est-à-dire ces touristes-là, n'avaient pas du tout fait l'objet d'un enlèvement de terroristes ou de sécessionnistes tel que l'a déclaré le gouvernement, en tout cas lors de la conférence de presse qui a eu lieu, la déclaration de presse qui a eu lieu au ministère des Relations extérieures. Et dans cet article-là, ce n'est pas simplement le tour opérateur qui a fait cette affirmation-là. Un des touristes, il a été rapporté un texte publié par un des touristes sur sa page Facebook, dans lequel il se disait sommairement ceci: nous n'avons pas été enlevés par des terroristes. Naturellement. Nous avons, et du coup, ça nous a amené à faire le tir que vous avez vu, c'est-à-dire nous avons considéré, sur la base de ces deux versions contradictoires, que la thèse de l'enlèvement restait en état mystérieuse et qu'il restait beaucoup de choses en tout cas à éclairer dans cette affaire, d'autant que le gouvernement suisse, dont une bonne partie de ces touristes-là sont originaires, a indiqué qu'ils s'attendaient de leur partenaire étatique camerounais, c'est-à-dire notre gouvernement, d'amples informations sur ce qui s'est exactement passé ce lundi-là dans la région du Sud-Ouest. D'accord. Merci en tout cas, monsieur Alex Gustave Zébazé, pour ces éclaircies donc autour de cette question de cet enlèvement mystérieux, tel que l'a d'ailleurs titré cette semaine. Allez donc retrouver
la totalité de l'information dans les colonnes du 10 journal. Monsieur, on va parler de toute autre chose avec un autre journal donc. Et on parle du push manqué donc de 1984. C'est toujours au Cameroun. C'est donc avec le journal Mutation qui était naturellement en kiosque cette semaine, 35 ans donc après les 15 complots contre Paul Biya. Notre Mutation à l'occasion donc du 34e anniversaire du push manqué d'avril 2004. C'était donc le 6 avril 2004. Eh bien, Albert Anatola, si je vous posez vous également cette question, 35 ans après, qu'est-ce qu'il reste donc de ce coup d'État manqué du 6 avril 1984? Mais écoutez, qu'est-ce qu'il peut manquer? Je ne sais pas si c'est très indiqué d'évoquer des mémoires douloureuses de l'histoire du Cameroun, notamment pour ce qui concerne le push manqué du 6 avril 1984 à Yaoundé, mais je crois que je voudrais plutôt parler des conséquences que ce push a pu causer au niveau de la technostructure étatique du Cameroun, parce que Paul Biya arrive, le nouveau président de la République, le successeur de l'ancien président Amadou Ahidjo arrive aux affaires en novembre 1982, 2 ans après les victimes d'un push manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est refermé, c'est-à-dire qu'il s'est refermé sur lui-même, c'est-à-dire que vous avez constaté qu'en lieu et place de rigueur et moralisation qui était c'est-à-dire le New Deal, c'est-à-dire le renouveau, et nous avons plutôt vu un chef d'État qui a décidé, qui a pris sur lui de sécuriser son siège présidentiel. Il a mis un dispositif, vous savez que pour ceux qui ont les habitudes du côté de la présidence, il y a 3 cordons de sécurité autour du fauteuil présidentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se trouve plus en train de mettre en place ce slogan rigueur et moralisation qui arrivait comme une sorte de rupture entre ce qu'on appelle pour la dictature d'Ahidjoïs et le renouveau. Nous, contrairement, on a plutôt vu quelqu'un qui s'est enfermé sur lui. Mais je voulais quand même dire que je pense que... À quelques secondes, on va aller prendre François Bouquet en ligne. Albert Ouchuté, allez-y. Oui, je voulais quand même préciser que tout compte fait, le push de 84 ans pour moi a laissé au Camerounais une mémoire très douloureuse, parce que je crois quand même qu'il y a, comme d'habitude, il y a eu des dégâts collatéraux qui ont endeuillé de nombreuses familles. Il y a eu des exactions, une sorte de chasse aux sorcières au lendemain de ces événements. D'accord. François Bouquet, vous êtes directeur de publication pour l'hebdomadaire Pratique de l'emploi et de l'économie. Avant de nous appesantir sur votre une, on va vous également vous interpeller autour de cette question donc de ce push manqué de 1984 qui avait failli balayer le régime de M. Biya alors qu'il venait fraîchement de prendre le pouvoir. Qu'est-ce que, à votre niveau, est-ce que 35 ans après, on a visiblement l'impression que le pouvoir de M. Biya est plus que jamais sécurisé du côté du Cameroun? C'est une question profonde. Il faut dire que le pouvoir en Afrique tient compte de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs, de beaucoup de profondeur. Ce qu'on peut reconnaître au pouvoir de M. Paul Biya, c'est d'avoir été suffisamment bien huilé dans la société africaine. Je pense que le chef de l'État camerounais a tout fait de mettre d'abord les valeurs africaines, si on peut l'appeler les sciences africaines, aux côtés de son pouvoir, contrairement à ceux qui sont allés parfois puiser dans les sciences occidentales. Et je pense que cela du fait qu'il a fait des études politiques dans la zone française, et il a dû comprendre la différence entre le pouvoir ancestral africain et ce pouvoir ésotérique qui nous vient souvent de l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rend quand même compte que grâce à ce pouvoir africain et de l'Afrique, le président Biya, grâce à sa vivacité et sa maniabilité, a pu être au-dessus de beaucoup de chefs d'État d'Occident, des États-Unis et de tout le reste du monde. D'accord, merci
À vous, François, vous allez rester en ligne. On va permettre à M. Pierre Claver-Nkodo de réagir. Après, on reviendra sur votre une qui est naturellement en kiosque cette semaine. Alors, Pierre Claver-Nkodo, tout à l'heure, Albert Anatole parlait naturellement de ce qui avait été, alors de ces familles qui ont été naturellement touchées par cette espèce de chasse aux sorcières lancée naturellement au lendemain de ce pushman que du côté de Cameroun. Est-ce qu'on a visiblement l'impression qu'aujourd'hui, les séquelles sont encore présentes dans les mémoires des Camerounais? Les séquelles demeurent très très présentes dans les mémoires des Camerounais, même dans la vie au sein de la société camerounaise. Et moi, je voudrais un peu revenir sur les circonstances qui ont poussé, qui ont été l'effet déclencheur de ce push manqué. Il est quand même important de rappeler à nos téléspectateurs que lorsque Biya cède le pouvoir en 1782, il place son pouvoir sous le signe de la démocratisation de la vie publique, de la rigueur et de la moralisation. Et au cours d'un séjour, d'une visite officielle en Allemagne, il faisait une déclaration très forte au cours de laquelle il rappellera aux uns aux autres que le Cameroun est la chasse gardée de personnes. Et cela n'ira pas sans conséquence pour son régime qui était tout jeune. Donc, moi, je pense que ce sont toutes ces déclarations-là qui ont conduit. Et puis, il y a une déclaration assez gravissime que Biya fait, et lorsqu'il a cédé le pouvoir, ça passe, les gens ont tendance à l'oublier. Biya déclare un jour que le Cameroun n'ira pas au FMI. Il le déclare parce que Biya qui a mis pied quand même dans les arcanes du pouvoir depuis les années 1961-1962, c'est qu'il existe un compte d'opération. Ça, c'est mon analyse. Et qui est logiquement, le Cameroun devrait disposer d'énormes réserves. Naturellement. Et 3 mois après, sauf que 3 mois après, on a nous retrouvons FMI et par la suite. Avec de lourdes conséquences. Avec de lourdes conséquences. D'ailleurs, on en souffre. Voilà. Donc, je voulais un peu conclure pour dire que ce push manqué nous laisse est une histoire triste de notre pays. C'est un chapitre très triste de l'histoire du Cameroun, mais je pense qu'il faudrait que les gens apprennent à enseigner ce chapitre-là quand même dans nos écoles pour que les enfants puissent s'informer sur notre état d'histoire. Du côté du Cameroun. Oui. En tout cas, très bien compris, mon cher Pierre Claver-Nkodo. On va donc aller au téléphone. François, vous êtes en ligne depuis Yaoundé, c'est au Cameroun. On parle de l'opération Épervier avec donc votre journal Diapason qui est bien dans ce pays-là. Vous avez titré d'ailleurs cette semaine. Pour qui balaie la cour s'interroge d'ailleurs à sa une l'hebdomadaire pratique de l'emploi et de l'économie. Alors finalement, Monsieur Bokeh, on a l'impression alors, puisque nous vous avons en ligne ce soir, est-ce que vous avez finalement l'impression que ce ballet politique que l'on observe du côté du Cameroun veut profiter à l'une des figures emblématiques de la scène politique du côté du Cameroun, à savoir M. Léopold Motazia, Kérémouna, Franck Biya, Laurent Issou ou même René Manuel Sadi? Bien entendu, je pense que toutes les études faites jusqu'ici démontrent que le chef de l'État est conscient de ce qu'un règne qui a commencé doit s'arrêter et qui devra s'arrêter certainement avec un Camerounais, pas quelqu'un de l'étranger. Donc, je pense qu'après 36 ans bientôt de pouvoir, il a pu essayer ceux qui étaient parmi les fidèles, ceux qui peuvent continuer de garder sa postérité, de garder ses acquis de politique, de continuer de garder les acquis, surtout des partenaires extérieurs, et surtout de préserver le Cameroun dans la paix. Et cela ne peut pas arriver par quelqu'un qui est connu du système politique actuel. Cela ne peut pas arriver du système, quelqu'un qui ne maîtrise pas la famille présidentielle, parce qu'il faut comprendre que si le chef de l'État actuel accepte de céder le pouvoir, il faudra bien que sa famille et ses intérêts, et les intérêts de certains partenaires soient préservés. Donc, il faudrait bien que cette personne soit capable de préserver ses acquis, ses intérêts-là. D'accord, François. Donc, d'après les analyses, nous sommes arrivés à ce que dans l'unité qui est présentée, il y aurait certainement quelqu'un dedans qui sortira de l'eau. Mais comme nous l'avons dit, le chef de l'État n'ayant pas dit son dernier mot, 2018 peut encore réserver une surprise. Qu'après Paul Biya, que ce soit toujours Paul Biya, peut-être qu'après cette élection, d'autres changements notables puissent avoir lieu.
D'accord. François, on va s'intéresser à un nom qui nous intéresse, nous autres. On parle, vous avez également cité M. Akeremouna. On le sait récemment, l'ex-bâtonnier a d'ailleurs s'est déclaré tout simplement candidat aux élections présidentielles 2018. Pourquoi avoir effectivement choisi, ou alors comment comprendre aujourd'hui la présence de M. Akeremouna dans ce quinquet présenté ce soir comme étant possiblement ceux pour qui M. Biya a balayé naturellement ce gouvernement-là? Il faut comprendre que M. Akeremouna, c'était un fils du président Biya. Mais qui a décidé de battre, mais qui a décidé de voler désormais de ses propres ailes, François. Qui a décidé de voler désormais de ses propres ailes. Oui, mais il peut voler de ses propres ailes, mais pour que vous ayez vos ailes, il faut que la mère poule vous couvre jusqu'à ce que vous les ayez. Il faut que la mère poule vous apprenne à aller dans la cour et ouvrir vos propres ailes pour pouvoir les utiliser. Vous ne pouvez pas naître et on ne peut pas éclore aujourd'hui et utiliser vos ailes. Il faudra bien que la mère poule vous apprenne à utiliser vos ailes. C'est ce qui est en train de se faire. Je pense que le processus aujourd'hui, les 5 personnes qui ont été présentées par notre journal prouvent des personnalités qui ont des relations particulières avec le chef d'État, qui ont des fortunes diverses avec la scène politique camerounaise, la politique internationale et des connaissances diverses et surtout des relations avec des Camerounais. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'affinités qui vont entrer en jeu parce que le pouvoir actuel a besoin d'être pérennisé, a besoin d'être préservé de certains acquis et que la surprise, une certaine séquence qui viendrait le bousculer ne peut pas être admise actuellement. D'accord, merci infiniment M. François Bokeh pour cette analyse. Donc, le journal d'ailleurs en kiosque du côté donc, de Cameroun. On va sortir définitivement de l'Afrique centrale avec notre journal. C'est donc le magazine Horizon Nouveau qui est également en kiosque cette semaine. Le journal parle d'ailleurs de relations de partenariat bilatéral entre la Chine et l'Afrique. Le cas du Cameroun d'ailleurs intéresse le journal et d'ailleurs le magazine croit savoir que c'est le meilleur exemple gagnant-gagnant. Oui, Fabrice, nous avons sur ce plateau. C'est le meilleur exemple gagnant-gagnant à notre avis. Vous savez, la Chine, pour le cas du Cameroun, du pays qu'on appelle le Cameroun, que je connais bien, la Chine a noué des relations diplomatiques avec le Cameroun en 1971. Et aujourd'hui, la Chine est présente dans divers projets de construction des infrastructures. On a même à peine le courage de voiler, de regretter que la Chine ne soit pas venue plus tôt, ne soit pas au Cameroun, ne soit pas arrivée au Cameroun un peu plus tôt, au regard de toutes ces infrastructures qui sont en cours de construction et surtout des conditions dans lesquelles la Chine nous accompagne le développement du Cameroun. Donc je voudrais dire également que la Chine appartient à de ces pays-là qui n'ont pas les ambitions, comme le déclare d'ailleurs le chef de l'État à un journaliste français qui lui demandait quelle était la nature des relations avec la Chine. Il a déclaré que c'était les mêmes relations que la France, c'est-à-dire des relations d'amitié, mais que la Chine au moins n'enlevait rien à personne. Et je crois que la Chine, c'est pour ça qu'on se plaît, on ne sait plus à commettre un dossier de plusieurs pages, de près de 5 pages sur cette actualité. Surtout que le chef d'État a quand même ramené une cagnotte de 400 milliards de dollars, de 400 milliards de francs CFA, destinés au financement d'autres projets. Très grande sous forme de dons. Ouais, sous forme de dons, pas de prêts. Bien, la précision vaut la peine. Alors, on va sortir définitivement d'Afrique centrale. Ça sera avec vous, Albert Anatole. Là, ici, on parle de la République démocratique du Congo. Et avec donc cette autre actualité on parle de ce clash donc entre la République démocratique du Congo et l'Organisation des Nations Unies, le HCR, temporise, titre donc cette semaine la Tribune d'Afrique qui nous fait savoir donc qu'en bisbille donc avec l'ONU sur les chiffres et la description de la crise humanitaire dans ce pays-là, l'État congolais s'est résolu à boycotter une conférence des donateurs prévue, donc c'était le 13 avril, ce mois en cours d'ailleurs, malgré des concessions de l'Organisation internationale. Kinshasa n'a pas infléchi sa position, et bien ce qui a donc amené le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, s'est alors rendu donc dans la capitale congolaise où il a d'ailleurs été reçu au palais de la Nation par le président Joseph Kabila. Peut-être le début d'une décrispation entre la RDC et l'ONU. Je voudrais quand même préciser que ça, ce que je dis, ça n'engage que moi. Hein. C'est-à-dire, je suis quand même un peu offusqué par l'habitude de ces démembrements de l'Organisation des Nations Unies qui ont l'habitude justement qui ont la mauvaise habitude
de faire uniquement la comptabilité macabre sur le continent africain. Je crois que pour une fois, M. Kabila peut avoir un peu raison de pouvoir dire que, écoutez, on n'a pas besoin de vos dons. Parce que j'en ai marre de votre comptabilité macabre qui cache des subjectivités évidentes. Cependant, il y a quand même aussi lieu de préciser que M. Kabila lui-même n'est pas un enfant de cœur, puisque au travers des images que nous renvoient nos confrères de ce côté-là, nous voyons quand même qu'il y a une violation flagrante des droits de l'homme. Lorsque les forces de maintien de l'ordre, la gendarmerie ou bien la police ouvrent le feu à balles réelles sur les populations civiles désarmées, je crois que c'est quand même très grave. Pour la simple raison que ces gens expriment leur droit le plus absolu, le plus élémentaire. Donc je crois que aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que la situation sociopolitique qui prévaut en RDC crée forcément déplacé. Et ça met des gens dans une insécurité non seulement humanitaire, sanitaire, mais aussi politique même. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, il s'agit d'un vaste pays, c'est comme un pays continent. C'est un pays très vaste, qui est divisé, qui est une partie occupée par des banques armées qui font leur business, leur droit qui dit leur droit de ce côté. De l'autre côté, vous avez le pouvoir central qui ne contrôle plus rien, si oui, son siège. Donc, je crois qu'il est peut-être un peu du droit relatif du haut commissaire aux réfugiés de pouvoir s'intéresser à la situation humanitaire de ce côté-là. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas seulement se contenter de faire la comptabilité macabre et subjective, mais il faut aussi se donner les moyens de pouvoir les gérer, ces réfugiés. Parce que je prends le cas du Cameroun, lorsqu'il y a eu une sorte d'invasion des réfugiés centrafricains à l'est du pays, il a fallu que le gouvernement camerounais puisse se faire violence en mettant la main dans la poche pour gérer une situation qui n'était pas prévue. Et je crois qu'il faut donc que le Haut Commissariat aux réfugiés puisse faire mieux que faire la comptabilité macabre et pouvoir quelquefois donner des leçons d'humanisme aux autres. Et ce qui nous permet de questionner aussi le rôle de ces ONG qui pondent parfois des rapports assez graves sur notamment les situations de crise sur le continent africain, notamment le cas de Cameroun. On se rappelle naturellement de ces rapports-là pondus au lendemain de l'annonce de l'indépendance fictive, on va dire, de l'Amazonie, et puis ce qui avait d'ailleurs amené le gouvernement à s'indigner face à cela. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo qui vit également les mêmes réalités. Je me plais toujours à rappeler que le CAO est un énorme fonds de commerce pour l'ONU et toutes les institutions du système des Nations Unies, puisque s'il n'y a pas de CAO, le HCR ne pourra pas recruter, le HCR ne pourra pas lever des fonds, l'OMS ne pourra pas déclarer des épidémies. Donc, vous savez, nous sommes dans un système extrêmement macabre, comme répété, comme le disait tantôt Albert, par rapport à ces bilans macabres dont le HCR nous a habitués. Mais je crois plutôt que c'est tout le système des Nations Unies qui nous a habitués à une comptabilité particulièrement macabre pour pouvoir exister. Parce qu'il ne s'agit pas pour l'ONU d'apporter la paix en réalité, il s'agit pour l'ONU d'entretenir le chaos pour pouvoir en tirer profit. Et la position du président Kabila, en ce qui concerne la situation en RDC, est une position qui ne m'embarrasse pas, mais je trouve qu'il faudrait bien qu'il y ait une autre organisation à la place de l'ONU qui sera davantage humaniste pour pouvoir gérer ce type de situation. Parce que jusque-là, je crois que le HCR, l'ONU n'ont pas apporté la paix à la suite d'un chaos semé généralement par les intérêts exogènes dans nos pays. En tout cas, c'est d'ailleurs, on peut le vérifier sur le continent africain. On va donc tenter d'avoir cette fois-ci M. Moussa Dia depuis la Mauritanie sur cette autre information donc, qui concerne naturellement l'Afrique du Sud. On va tenter d'avoir M. Moussa Dia depuis la Mauritanie. Eh bien, on parle cette fois-ci avec donc la presse sud-africaine, Business Day, qui était naturellement en kiosque cette semaine. Lutte Icon Winnie meurt après donc une longue maladie. Titre donc à sa une cette semaine Business Day avec cette fois-ci un autre journal Pretoria News. RIP Mama Winnie, 26 septembre 1936, le 2 avril 2016. Eh bien, le journal qui annonçait la mort de Winnie Mandela, ex-épouse donc de Nelson Mandela à l'âge de 81 ans. Eh bien, le couple, il faut le dire, qui avait été le symbole de la lutte anti-apartheid jusqu'à l'heure de leur divorce.
Une image qui a plus ou moins été écornée à la fin des années 90, Albert, avec ses révélations, entre autres sur le train de vie de l'ex-première dame d'Afrique du Sud qui avait un tout petit peu pris un coup sur sa popularité. Alors finalement, est-ce que vous avez aujourd'hui ce combat de longue date mené notamment par le couple Mandela, est-ce que vous avez l'impression que l'Afrique du Sud aujourd'hui vit les bénéfices de ce combat-là? Oui, écoutez, je voudrais faire une lecture à deux niveaux. D'abord, Winnie Mandela en tant que femme politique, en tant que combattante, elle a marqué beaucoup de générations de femmes. Elle a permis aux femmes de pouvoir s'émanciper, de ne pas seulement penser qu'elles sont là pour faire des bébés et la cuisine, la popote. Donc, son engagement politique a suscité justement des vocations politiques du côté dans la gente féminine en Afrique. Ça, c'est important parce qu'elle a connu, dans son combat politique, elle a connu des hauts et des bas, des victoires, elle a connu des débords aussi. Elle a connu même des tortures. Il faut savoir qu'à 37 ans, elle subit une crise cardiaque parce que du fait des tortures subies, qui étaient, n'est-ce pas, perpétrées par justement le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui constituait son combat. Maintenant, en tant que femme, c'est-à-dire femme au foyer, femme de Nelson Mandela, je crois aussi qu'elle a été une femme fidèle, mais elle a quand même été marquée, il faut le dire, par son divorce avec son mari. Avec son mari. Parce que là, c'était un choix cornélien que M. Mandela devait faire, parce que il ne fallait pas que ça puisse, M. Mandela sortant de prison en 1990, il avait des ambitions politiques. Il ne fallait donc pas que certainement les scandales politiques entre guillemets de son ex-épouse puissent justement obstruer ses ambitions politiques. Donc il a dû faire un choix cornélien pour divorcer de sa femme. Je crois que c'est une situation qui l'a beaucoup affecté. D'accord. Monsieur Moussa est donc en ligne depuis la Mauritanie. Moussa, le monde entier était donc quasiment en larmes après donc l'annonce du décès de Winnie Mandela, celle-là qui a d'ailleurs milité pour avoir naturellement un parti politique, notamment l'ANC, beaucoup plus forte. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'aujourd'hui l'héritage laissé par Winnie Mandela, Nelson Mandela, est bien géré par les successeurs, que ce soit au niveau de l'ANC, même au niveau du gouvernement sud-africain? Bonsoir, chers téléspectateurs. Moussa. S'agissant de la dite Méné, oui, je vous écoute. Allez-y, nous vous écoutons, c'est succès. Très bien. Donc, s'agissant de la lutte menée par Winnie Mandela pour la lutte contre la discrimination en Afrique du Sud, et une lutte non. Ces actions sont des actions qui doivent être encouragées et soutenues par tous ceux qui luttent pour le respect de la dignité humaine en Afrique du Sud, en Afrique et partout dans le monde. La question qui se pose, qui est ce qui reste de la lutte menée depuis quelques années en Afrique du Sud, après Nelson Mandela et Winnie Mandela. Donc je pense ensemble, on pourra débattre cette question autour de ce que vous venez d'évoquer comme sujet. D'accord, peut-être des petits soucis de réception avec donc M. Moussa Dia. On va aller cette fois-ci au pas de course. Pourquoi? Parce qu'on est tenu par les contraintes du temps. Une autre affaire donc qui était assez intéressante cette semaine du côté de l'Afrique du Sud, c'était donc ce procès de M. Jacob Zuma, encore épinglé par la justice sud-africaine, M. Pierre Claver. En quelques secondes, finalement, les deux faces de M. Zuma, titré donc Saturday Citizen, ça une. Il faut dire après donc avoir démissionné de son mandat de président en février dernier. Zuma a été accusé de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une affaire de vente d'armes. Et seulement, il faut le dire, jusqu'ici, l'ancien président et ses avocats soutiennent qu'il existe des motivations politiques derrière ces accusations. Oui, qu'ils ont caractérisé d'ailleurs de simples allégations. Oui, l'affaire Jacob Zuma, c'est une affaire qui fait les choux gras.
de la presse internationale avant même son accession au pouvoir. Il s'agit quand même d'une affaire de corruption assez gravissime dont le principal acteur n'est autre que la société française Thales. Et je ne le dirai jamais assez. Je crois que nos hommes politiques doivent faire très très attention tout au long de leur parcours, en évitant tant que faire se peut d'être rattrapé par des actes de cette nature. Sinon, ce sera difficile pour eux de pouvoir jouir ou alors de pouvoir honorer toute la confiance que leur peuple leur aurait fait. Parce que là, parlant des deux faces de Zuma, je crois que le confrère veut parler de la face politique, d'homme politique, et de la face de corrompu. Et là, il est rattrapé davantage par rapport à l'homme corrompu. Et si la justice prévoit des sanctions, ma foi, je pense qu'il faut bien qu'il réponde de ses actes. Je me rappelle, il y a ces derniers jours, on parle d'un cas pareil du côté du Brésil avec un Lula qui a accepté, qui a le vent en poupe pour briguer un nouveau mandat à la tête du Brésil, mais qui a dit qu'il ne s'oppose pas à sa mise aux arrêts, surtout à une affaire de corruption. Donc, je crois que Zuma peut faire la même chose, ça le grandira. Et s'il est établi, ça ne sert à rien d'embêter tous les avocats de la terre, mais si sincèrement c'est qu'il a fauté, qu'il assume. Tout simplement. On va donc aller à cette façon pas de course en Côte d'Ivoire et on va s'intéresser donc à la une du quotidien L'Inter qui était naturellement en kiosque cette semaine. Sénat, parti unifié, une actualité qui intéresse beaucoup plus notre ami Albert Anatola ici lorsqu'on parle du parti unifié donc, du côté de la Côte d'Ivoire. C'est donc avec le quotidien L'Inter, eh bien les vraies raisons du choix d'Aoussou Jano qui est donc désormais le nouveau président du Sénat, du tout premier Sénat ivoirien. Bon, je pense que il faut quand même rappeler que la dernière élection, la première élection sénatoriale de l'histoire de la Côte d'Ivoire a eu justement la razzia de ces dernières élections du RHDP, dont le rassemblement des oufouettistes. Moi, je pense que on attend de voir, puisque nous savons que le RHDP, c'est un parti présidentiel, si vous voulez, pro-présidentiel, mais toujours présidentiel, unifié, c'est-à-dire que ce sont la plupart de ces partis qui tournent autour de cette formation, on peut les mettre dans la camisole de la majorité présidentielle. Donc, avec bien évidemment, comme chef d'orchestre, le RDR de M. Alassane Dramane Ouattara. Bon, je pense qu'on attend de voir ce que va faire le Sénat du côté de la Côte d'Ivoire. C'est tout le temps que de plus en plus sur le continent africain, beaucoup de gens questionnent le rôle des Sénats, c'est-à-dire des chambres hautes du Parlement. Donc on attend donc de voir parce qu'il y en a qui estiment que c'est des chambres un peu trop budgétivores et que véritablement leur rôle, le rôle qui est dévolu dans certains États devrait être plutôt consacré non, c'est-à-dire qu'il doit être consacré justement à la chambre basse du Parlement. D'accord. Alors, Yacouba, vous êtes depuis la Côte d'Ivoire, et bien vous vous intéressez naturellement à cette actualité traitée cette semaine par nos confrères du journal L'Inter. Eh bien, quels sont selon vous, selon la presse ivoirienne, donc les vrais choix qui ont donc plébiscité aux côtés donc de en tout cas de ce regard porté donc sur M. Aoussou Jano comme désormais le nouveau président du Sénat, lui qui a d'ailleurs des acquaintances, ou alors on va dire des liens avec le RDR, mais surtout avec le PDCI. Bonsoir, monsieur. Il faut dire que le Sénat lui-même, quel commentaire il peut faire sur l'élection de M. Aoussou en tant que président du Sénat. D'abord, le Sénat même est une structure qui est basée sur le faux. C'est basé sur le faux. Puisqu'il y a eu une violation flagrante de la Constitution ivoirienne. La Constitution pour laquelle M. Ouattara est battu pour qu'elle soit votée le 8 novembre 2016. Pour qu'il y ait la création du Sénat, il faudrait que cette loi soit à la première organique. C'est ce qui dit l'article 90 de la Constitution ivoirienne. Vous voyez? La structure elle-même qui est chargée d'organiser cette sénatoriale, elle est illégale et illégitime, c'est-à-dire la commission électorale indépendante.
dans la mesure où la Cour des droits de l'homme et du peuple africain a demandé la réforme de la Somalie. Le régime Ouattara, qui n'en voulait pas être allé en procès dans la Cour, où le régime a perdu. L'élection de M. Aoussou à la tête est également illégale. Vous voyez, il y a un tiers des sénateurs qui étaient d'abord nommés dans le Ouattara, qui n'ont pas siégé. Et c'est un groupe qui bloque M. Aoussou Jean. Quelle légitimité vous donnez à M. Aoussou? C'est la mesure où c'est pas que les sénateurs l'ont voté. C'est une partie qui a voté. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui doit être nommé par M. Ouattara, qui doit prendre part pour voter M. Aoussou. Vous voyez? Parce que ceux qui seront nommés, qui ne prennent pas au vote, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à M. Aoussou? Quelle personne peut finir sur M. Aoussou? Quel ordre peut-il donner à M. Aoussou? Le régime où ils n'ont pas voté M. Aoussou, parce que M. Aoussou, il a dit maintenant, il n'a pas voté. Il n'a pas voté, moi j'ai été élu. Vous voyez? En même temps, M. Aoussou aussi, est-ce qu'il pourra donner des ordres à ce tiers qui n'a été demandé? À ce tiers aussi, du retour, ou pas qu'il a été demandé par l'exécutif. Vous voyez, chers frères, le Sénat a lui en tant que structure est créé sur du faux. Voilà un commentaire que je peux faire. D'accord, merci. Ce qui vous permet d'ailleurs oui. davantage. Non, je voudrais. Votre prise de parole. Absolument, je voudrais quand même préciser que si le RHDP a pu avoir la razzia dans le cadre de ces élections sénatoriales de Côte d'Ivoire, c'est parce que les autres partis n'ont pas voulu participer à cette mascarade d'élections, comme ils l'ont qualifié, justement parce que il y avait un précédent qui était la contestation de la structure en charge de l'organisation des élections, qui est majoritairement pro-Ouattara, dans pro-EDR. Donc il va d'abord liquider justement ce contentieux-là avant d'aller aux élections. Malheureusement, il y a eu une commission de passage en force. Et ce qui a justement obligé les autres formations politiques, notamment le PDCI, et bien qu'il soit à l'allié du RHDP, mais notamment le FPI, de pouvoir justement refuser, de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir donner sa caution politique à cette mascarade d'élection. D'accord. On va vous permettre de dire un mot de l'indage avant d'aller finalement sortir cette émission avec donc M. Moussa Diaye, avec qui on va parler beaucoup plus amplement sur l'actualité autour de la Mauritanie, parce qu'il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Alors finalement, M. Yacouba Yavé, tout comme Albert Anatole, pense tout simplement qu'il y a eu tout simplement un passage en force du côté du gouvernement ivoirien, bien évidemment piloté par M. Alassane Dramane Ouattara. Finalement, tel que les choses sont parties, on est peut-être parti pour ne plus avoir ce parti unifié. Bon, je vais d'abord m'attarder sur ce que je vois, ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je crois que nous vivons là un exemple qui illustre la démocratie à la canonnière. Donc, c'est des passages en force, c'est des coups de pied au dos, c'est des cloques en jambes, c'est des accords contre nature, c'est des compromissions, c'est tout, sauf ce qui peut ramener la sérénité ou alors la cohésion ou alors la paix au sein de cette société. Voilà, qu'il faut quand même le rappeler depuis que le président Laurent Gbagbo a été mis aux arrêts, connaît des tensions énormes, mais le FPI, et le FPI qui est un parti avec lequel on devrait composer, n'accepte plus jouer le jeu de la mascarade, et je crois que je ne peux pas dire que le FPI a raison ou tort, mais c'est une démarche politique. Mais malheureusement, la nature a horreur du vide, et pendant ce temps, Ouattara et ses complices, soutenus par l'extérieur, continueront à légitimer leur pouvoir. Et je crois d'ailleurs qu'en 2020, Ouattara se tordra le cou à la Constitution et se présentera, parce que ça ne me surprendra pas. Et avec le Sénat, il aura également
l'Assemblée nationale. Et en plus de ça, il aura des armes de base française. Je pense que nous sommes déjà en plein préparatif de la présidentielle de 2020. D'accord. Eh bien, cette semaine également, Afrique Révélation, le magazine panafricain, était aussi en ligne et parlait donc de ces élections un tout petit peu contestées donc, du côté de la Sierra Leone. Le camp perdant veut donc contester les résultats de la présidentielle, a donc titré le magazine panafricain cette semaine, et bien qui nous fait savoir que le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a donc été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Cet ancien militaire de 53 ans donc a remporté avec 51,81% contre donc 19% pour Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir. Eh bien, c'est assez rare de voir un parti au pouvoir perdre les élections sur le continent africain. Oui, ça suppose donc soit le code électoral était très bien écrit là-bas, était très objectif, soit il y a une sanction. Il y a forcément de points parce que le parti, le camp perdant, crie naturellement, appelle naturellement à une espèce de récompte de voix, de décompte de voix, parce qu'il y a eu quand même... Oui, avant samedi 7 avril, c'était la posture de monsieur Samura Kamara, c'est-à-dire le candidat de l'APC, de l'ex-parti au pouvoir, c'était sa posture. Mais je crois que depuis le 7, le samedi dernier, il a revu sa posture de revendication, c'est-à-dire de pouvoir recompter ou bien de contester la victoire de son frère, parce qu'en réalité, c'est ces gens qui se connaissent, ils sont très proches sur le plan spirituel, puisqu'ils se fréquentent la même église. Donc, ils se connaissent, et il me semble que M. Kamara a dû subir des pressions, d'abord non seulement de son église, mais certainement aussi de leurs amis communs, de l'extérieur, et même à l'intérieur de son propre parti, pour qu'ils puissent pouvoir accepter de plus contester justement la victoire de M. Maada Bio. Je crois qu'on attend de voir ce que M. Maada Bio va faire, parce qu'il faut quand même noter que la Sierra Leone, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Donc, on attend de voir. On attend de voir. Eh bien, nous sommes donc à Mauritanie ce soir avec le journal en ligne TV Presse Info. Eh bien, faire voyager donc Mauritaniens à Kigali ou même du côté du Rwanda est devenu quasiment un casse-tête. C'est pas nous qui le disons. Eh bien, c'est le journal de confrère donc Moussa Diaye qui est donc naturellement en ligne. Eh bien, le journal nous fait d'ailleurs savoir que désormais c'est un véritable casse-tête pour les Mauritaniens de quitter donc quasiment leur pays pour Kigali et même du côté du Rwanda, comme bon nombre d'ailleurs de compagnies aériennes sur le continent africain. Alors, Monsieur Moussa Diaye, qu'est-ce qui ne va pas finalement au sein de cette compagnie aérienne? Est-ce qu'il est avec nous, monsieur? D'accord, on me fait savoir qu'il est là. Allez-y, monsieur Diaye, qu'est-ce qui ne va pas au sein de la compagnie aérienne mauritanienne? On parle désormais des voyages, finalement, c'est un véritable casquette pour quitter votre pays, pour des pays assez voisins, notamment le Rwanda et même bon nombre de pays. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette compagnie aérienne? Vous êtes en ligne, allez-y. Sur tvpresse.info, des papiers de lancement d'une investigation journalistique. Comme vous le savez, le site web d'information tvpresse.info en Mauritanie fait de l'information. On encourage, on informe. On oriente, on informe. Aussi encore, on décrypte, on informe. Et aussi encore, on critique et on informe. Ce papier sur la compagnie nationale de Mauritania Airlines n'est qu'un papier de lancement pour attirer l'attention des principaux responsables de cette compagnie nationale. Comme vous le savez, de votre autorité mauritanienne accorde une importance particulière au transport terrestre et aérien en Mauritanie. Je me rappelle bien, avant de développer, il y a des années, 2 ans, le président M. Mohamed Ould Abdelaziz avait demandé
national. Alors, tout le monde est d'accord, tout le monde est avec le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelravi. On travaille avec nos compagnies nationales, on veut aller avec ces compagnies nationales, mais moi, en tant que journaliste mauritanien, je puis faire le terrain et je puis retrouver certaines pistes. Et ces pistes m'ont poussé aujourd'hui de mettre ces papiers en ligne pour attirer l'attention des principaux responsables de ces compagnies nationales. Je peux même vous ajouter, ce papier a été mis en ligne depuis le 21 mars 2018. Le dernier conseil des ministres, qui se réunit jeudi 5 avril 2018, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, a examiné et adopté quelques projets de décret, dont la modification de l'article 1er du décret portant création d'une compagnie aérienne dénommée Mauritania Airlines International. Est-ce qu'il est encore avec nous, M. Moussa? Allez-y. Très bien. Voilà donc les principaux éléments d'information concernant ces papiers qui a été mis en ligne. D'accord. Est-ce que finalement vous avez l'impression qu'après vos investigations, cette compagnie aérienne-là est partie pour reprendre des ailes d'ici peu? Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous avez finalement l'impression, selon vos investigations, que votre compagnie aérienne, si un certain nombre de choses, si un certain nombre de préalables sont effectivement mis sur pied, elle ira de plus belle pour naturellement permettre aux Mauritaniens de pouvoir se déplacer librement? Je crois plus qu'on pourra finalement avoir M. Moussa Dia du côté donc de la Mauritanie. Pourtant, il est visiblement... Je n'ai pas bien saisi la question à cause de la raison téléphonique. Mais ce que j'ai à vous dire à peu près, je peux vous dire ah oui? Oui, je vous ai... Mauvaise communication. On va s'arrêter là avec donc la Mauritanie, des petits soucis de communication, mais peut-être un mot naturellement pour sortir sur ces compagnies aériennes nationales du côté du continent africain, le cas Camerco, le cas de la Mauritanie ce soir, peut-être un bon nombre d'États sur le continent africain. En réalité, la plupart des compagnies africaines ont un même problème. Lequel? C'est un problème de vision stratégique, d'absence de vision stratégique. L'absence de vision stratégique, ça repose sur, je crois, 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est la rentabilité. Et le plus souvent, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas l'obligation de rentabiliser une compagnie. Le second pilier, c'est la qualité non seulement des services, mais la qualité des ressources qui est utilisée. Le troisième pilier, c'est le problème de gouvernance. Et il me semble que le quatrième pilier, si vous voulez, c'est souvent les problèmes d'exploitation, c'est-à-dire les desserts. Parce que très souvent, la plupart de ces compagnies utilisent une flotte qui est en inadéquation avec les objectifs de rentabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, partir de Douala pour Yaoundé avec, par exemple, un 747, c'est très coûteux. Il y en a... en exploitation, ça coûte très cher. Parce que quand vous déplacez un avion, ça coûte cher. Il faut donc adapter sa flotte par rapport aux besoins de dessertes réels. C'est ce qui se pose comme problème. La seconde chose, c'est... Quelques secondes. Albert, on va sortir de l'émission. Oui, non, la dernière chose que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, je pense qu'il appartient à l'État de privatiser ces choses-là. Et il faut, quand c'est privatisé, quand la privatisation apporte des solutions de rentabilité, de gouvernance. Parce qu'un opérateur privé qui met son argent dans un business, c'est pour que ça rapporte de l'argent. Mais quand l'État est majoritaire, actionnaire majoritaire, par exemple à 50%, ça veut dire qu'il a un droit de regard, va continuer, les officiers vont continuer à utiliser ces compagnies
comme si ça n'a même pas besoin de rentabilité. Donc je crois qu'il faut absolument privatiser et davantage mettre un cahier de charge, je veux dire une feuille de route. Pour ceux-là qui vont diriger, partager la vie, il faut privatiser toutes ces sociétés de transport aérien sur le continent africain. Non, pour moi, les privatisations sont une catastrophe pour l'Afrique. Sinon, la France devrait privatiser les postes. C'est finalement l'impression que c'est un secteur qui n'est pas encore assez maîtrisé. Il n'est pas maîtrisé, mais là, on est quand même au niveau du Cameroun. Avec la Camerco sans publicité, on a l'impression que celui qui a été nommé à la tête de cette compagnie il n'y a pas longtemps, c'est un professionnel. Il essaie d'apporter des résultats. Je crois d'ailleurs qu'avec les deux C 919, que le président de la République a signé des accords en Chine qui sont livrés en fin 2019. Cela lui permettra de renforcer sa flotte parce que lui, la Camerco, par exemple, a un problème de flotte. Il n'y a pas assez d'aéronefs pour satisfaire la demande et cela naturellement, il faut un manager très pointu qui peut tenir compte de certains ratios pour éviter de tomber dans la gabegie et surtout dans la perte des recettes et des bénéfices. Donc ma foi, je ne suis vraiment pas, parce que les expériences vécues avec les privatisations en Afrique, pour moi, c'est la plus grande connerie, c'est le crime violent le plus impardonnable qu'on puisse pardonner aux agentiers mondiaux, parce que vous imaginez bien, je pose juste une question, je rappelle que la France n'a jamais privatisé la Société nationale des chemins de fer de France, la France n'a jamais privatisé la poste française, pourtant il y a des grèves tous les jours. Il s'agit davantage de travailler sur le management et de mettre en place des lois cadres, parce que nous sommes toujours là dans le secteur de la corruption, il faut des lois capables de contenir l'élan de corruption qu'on observe partout chez nous. D'accord. Il a oublié pour la corruption, il a oublié de mentionner quand même l'aspect ponctualité, c'est-à-dire que lorsque vous programmez un vol, il faut que ce soit fait. Effectivement, parce que la flotte n'est pas... Les discours, en tout cas, pas à la ils demande. vont continuer tout simplement. On offre tout à l'heure dans le cadre d'un petit couloir d'Afrique Média Télévision. Merci d'être venu, en tout cas, Albert Anatole Laïssa. On vous retrouvera probablement demain dans le cadre du premier numéro de la Grande Tribune. Bonsoir et bienvenue. Merci. C'est moi qui vous remercie de l'amitié que vous m'avez fait de m'inviter ce soir, Fabrice. Le doyen d'âge, merci d'être passé par ici. Bonsoir, c'est toujours avec le même plaisir que je retrouve nos milliers de téléspectateurs dans le monde et au-delà. Et je répondrai toujours présent à la limite de ma disponibilité. En tout cas, tout étant parfaite, mesdames, messieurs, merci de nous avoir acceptés avec tout simplement nos imperfections et bien le meilleur étant à venir. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision. Bonsoir.